Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce jeudi. Alors que Macky Sall porte le plaidoyer pour l'annulation de la dette africaine, une nouvelle étude économique révèle que la dette du Sénégal est solvable. Le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, s'en réjouit et annonce une croissance de 13,7 d'ici 2023. L'actualité, c'est aussi cette réunion prévue ce soir au Palais. Le chef de l'État doit recevoir la Confédération des syndicats autonomes. À noter que la CSA a tenu une marche de contestation aujourd'hui pour dénoncer plusieurs maux. Et l'espoir se dessine à nouveau pour les acteurs des transports. Un fonds a été mis en place pour le renouvellement du parc automobile. Le ministre des Transports, Mansour Faye, va livrer les détails dans cette édition. Bienvenue à tous. Une pirogue qui transportait une équipe de football a chaviré dans la matinée de ce jeudi entre Kouba et Kafel dans le Kafountine. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et 7 blessés. Les victimes, des femmes parmi les supporters qui avaient embarqué dans la même pirogue que les joueurs de l'équipe de Kerouan. Celle-ci devait participer aux phases départementales de l'ODCAV de Bignona. Il devait disputer la demi-finale des joutes nationales. Et les conclusions de l'étude menée par l'Agence internationale de notation Bloomfield Investment révèlent que le Sénégal a une économie résiliente et sa dette publique est solvable. Le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo s'en réjouit, annonce une croissance à 2 chiffres d'ici 2023, au moins 13,7. Les détails dans quelques instants avec Mme Abdou Gaye Kassé. L'autre titre de cette édition, la manifestation de la CSA a bien eu lieu cet après-midi. Une issue heureuse s'annonce puisque la Confédération des syndicats autonomes sera reçue en audience ce soir, normalement au Palais. Je rappelle qu'il s'agissait d'une marche pour protester contre plusieurs problématiques sociales. Le compte rendu de Aïssatou Kane. Plusieurs travailleurs se sont retrouvés à la place de la nation à l'appel de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Le secrétaire général interpelle le chef de l'État pour la protection du travail et de la dignité des travailleurs ainsi que de la cherté de la vie. L'objectif de cette marche, c'est de nous faire entendre sur comment améliorer le pouvoir d'achat des populations, d'une manière générale, les travailleurs y compris. Comment faire en sorte que les travailleurs, partout où ils sont, dans tous les secteurs d'activité, avoir la liberté d'avoir un travail décent. La gestion des inondations qui constitue un fléau. Une audience avec le président de la République est prévue ce 30 septembre 2021 à 18h. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal compte présenter le cahier des charges et avoir gain de cause sur toutes les doléances. Le président compte recevoir normalement cet après-midi. C'est hier qu'on nous a informé. Mais nous, la Confédération, nous avions lancé donc cette marche de protestation. Il est important qu'on l'amène et à l'issue de ça, la CSA sera représentée à cette rencontre. Mais nous allons à cette rencontre avec un cahier rempli de doléances, un cahier rempli de préoccupations des travailleurs que nous mettrons sur sa table. Et je pense que c'est, en tout cas, dans le sens, nous pensons, de pouvoir répondre aux préoccupations des populations d'une manière générale et des travailleurs que nous sommes. Oulimane Diouf, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, et ses camarades réclament, entre autres, l'audit de tous les grands projets de l'État et plus particulièrement ceux du train express régional TER et du bus rapide transit BRT. Les conclusions de la rencontre entre la CSA et le chef de l'État Macky Sall à suivre dans nos éditions prochaines. Pendant ce temps, d'autres travailleurs sont toujours en attente de négociations. Le collectif des ex-agents de la CIA et Hamas Sénégal continue de réclamer le paiement intégral de leurs droits légaux, 2 milliards de francs CFA au total. Les détails livrés par le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, Madane du dossier des ex-travailleurs de Hamas Sénégal et de la SIAS,
puisque ces deux dossiers qui sont là, c'est des sociétés qui ont été liquidées depuis, et malheureusement, c'est les travailleurs qui courent derrière leur indemnisation. Aujourd'hui, si nous faisons le cumul de ces deux entreprises, puisque l'État nous doit presque plus de 2 milliards, nous avons eu à faire des marches, nous avons fait des grèves de la faim, nous avons écrit acquis de droit. Mais malheureusement, nous, on a l'impression que ceux qui votent les lois sont ceux-là même qui les transgressent. Nous avons tout récemment organisé un récital de Coran à la mémoire de nos disparus. Donc, il n'est plus question aujourd'hui de faire des grèves de la faim. Nous sommes un État de droit, mais il faut que force reste à la loi. L'État n'a qu'à respecter ses engagements. Mais c'est une mauvaise volonté politique de la part des autorités. Puisque le président de la République a eu solennellement à dire au moins à ses ministres de régler cette situation. Mais on a l'impression que le président de la République nomme des gens qui ne respectent pas aujourd'hui leurs engagements. Et le processus de renouvellement du parc automobile est en cours. Un nouveau jalon vient d'être posé. Le ministre des Transports, Mansour Faye, a lancé aujourd'hui le fonds de développement des transports terrestres. Le montant reste à déterminer, mais sachez qu'il s'agit d'un projet dont le but est de trouver des solutions définitives aux problèmes notés dans le secteur. Le ministre Mansour Faye au micro d'Oussama Monique Sagna. Les véhicules de transport public, urbain et interurbain, présentent un âge moyen assez élevé, plus de 27 ans pour les gros porteurs et plus d'une quarantaine d'années pour les transports, donc militaires, etc. Le fonds de développement des transports terrestres, que M. le Président de la République a bien voulu mettre en œuvre, va contribuer par la mobilisation de financement, par l'accompagnement des acteurs, mais aussi par l'accompagnement des partenaires à favoriser le résultat du parc de transport public. C'est une politique déjà entamée en 2005 qui a vu le succès à travers le programme Arthur et des autres programmes qui sont en cours de développement et accompagnés par l'État. Ce fonds sera donc l'outil central, l'élément principal pour les acteurs de pouvoir bénéficier de fonds de garantie ou en tout cas des apports leur permettant de réaliser des initiatives en matière de renouvellement du parc automobile de transport routier. Donc c'est un fonds qui vient en son heure et qui va contribuer effectivement dans un avenir proche à faire baisser l'âge moyen des véhicules de transport public. Et le nouveau commandant de la zone militaire numéro 1 a officiellement pris fonction aujourd'hui. Le colonel Mbaïgué remplace donc le colonel Elhadj Malik Diagne, appelé à d'autres fonctions. Le compte-rendu de la cérémonie de passation de service, Abdourahmane Ly. Le colonel Mbaïgué reçoit des mains du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, le drapeau national, symbole de sa prise de fonction à la tête de la zone militaire numéro 1. Premier à ce poste, ce texte de la chaîne emploi de l'état-major de l'armée de terre de la même zone remplace à ce poste le colonel Elhadj Malik Diagne, appelé à d'autres fonctions. Le nouveau commandant de la zone militaire numéro 1 est conscient des défis qui l'attendent. La zone militaire numéro 1 occupe une place centrale. Ses limites correspondent aux limites administratives de la région de Dakar. Et comme vous le savez, Dakar, c'est 0,28% du territoire et plus de 3 millions d'habitants. Ce qui montre clairement tous les défis sécuritaires et de défense qui se posent à Dakar. Nous sommes confiants avec l'aide du commandement. Inch'Allah, nous allons accomplir notre mission. Polyglotte, le colonel Mbaïgué s'exprime aussi bien en français, en anglais qu'en allemand. Il a vécu en 2002 en Allemagne où il a été stagiaire la même année. 3 ans plus tard, il subit une formation étudiée à l'école d'état-major. Des expériences qui ne l'ont pas dépaysé, conscient des enjeux de la zone militaire numéro 1. Il s'agit de défendre l'intégrité du territoire de la zone militaire numéro 1 et assurer la sécurité des personnels et des biens. Cette mission, nous allons la faire avec les unités militaires, mais également en synergie avec les autres forces de défense et de sécurité. Car clairement, le chef d'état-major général de la armées nous a instruit d'intégrer
dans toutes nos actions l'esprit force de défense et de sécurité. Né le 25 juillet 1970, le colonel Gueye a obtenu son baccalauréat au lycée Malixi de Thiès avant d'intégrer l'école nationale des officiers d'active. La cinquantaine aujourd'hui est jeune de par l'allure. Il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle très riche. Et l'on s'intéresse maintenant à l'ouvrage de Salif Diédhiou sur l'électricité au Sénégal. L'auteur invite la Sénélec à mettre en place un musée pour la future génération et de valoriser également l'énergie solaire. Aïssatou Kane pour les détails. Une première au Sénégal, un livre de 450 pages sur l'histoire de l'électricité au Sénégal de 1887 à 1985. Cet ouvrage pourrait être d'un apport important pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'électricité au Sénégal. Les sujets sont abordés pratiquement en matière d'histoire. Vous allez dans la bibliothèque universitaire et partout, vous voyez différentes thématiques qui sont abordées en histoire, sauf l'électricité. Donc, ce livre constitue un apport nouveau dans l'historiographie, donc dans les connaissances en matière d'histoire au Sénégal et en matière de culture de manière générale au Sénégal. Donc, c'est un apport nouveau. Et c'est ce qui est encouragé pour les chercheurs et autres professionnels de la culture et de la recherche. Parce que la recherche n'a de sens que quand vous apportez quelque chose de pour immortaliser les appareils électriques d'antan qui se trouvent dans les anciennes centrales électriques, Salif Diédhiou propose la création d'un musée au profit des ingénieurs et techniciens. Tout simplement, c'est parce qu'au Sénégal, si vous vous approchez du ministère de la Culture, en matière de patrimoine, vous allez voir que le type de patrimoine qui est étudié au Sénégal, c'est le patrimoine culturel, historique, etc. Mais jamais de patrimoine technique. C'est pourquoi j'ai demandé au directeur, puisqu'il y a des reliques, il y a d'anciennes centrales électriques qui sont fermées et beaucoup de matériel électrique qui ne sont plus d'usage aujourd'hui. Au lieu de les jeter, il faut faire un musée, les mettre là-dedans pour que les générations qui viennent, même ceux qui font des études électriques, que ce soit des techniciens, subalternes, supérieurs ou ingénieurs, puissent voir la trame historique vraiment de la technologie, de la technique qui a été développée en matière d'électricité. C'est très important pour le futur. Salif Diédhiou considère le manque de moyens comme un frein au développement de la source d'énergie renouvelable. Il est favorable à l'énergie solaire pour un accès universel à l'électricité. On parle d'énergie renouvelable. L'énergie solaire en fait partie. Mais vous voyez que depuis qu'on a annoncé l'énergie solaire, ça fait des années. Et pourquoi jusqu'ici la Sénélec et autres ne parviennent pas à mettre en avant cette source d'énergie? C'est tout simplement parce que la technologie coûte cher. Alors, les techniciens n'ont pas pu développer une technologie qui était abordable, qui pourrait permettre à l'usager final de payer moins cher l'électricité. L'histoire de l'électricité au Sénégal de 1887 à 1985, transfert de technologie, appropriation et enjeu d'un patrimoine industriel naissant remonte tout le temps. De nos jours, d'énormes changements et évolutions sont constatés. Une prochaine étape de réflexion pour l'auteur Salif Diédhiou. L'actualité du Sénégal, Nicolas Sarkozy est enfin fixé sur son sort ce jeudi. Le tribunal correctionnel de Paris l'a déclaré coupable de financement illégal de sa campagne de 2012 dans le cadre de l'affaire Big Malion. L'ancien président français a donc été condamné à 1 an de prison ferme aménagée sous bracelet électronique. Une note de sport, la Fédération sénégalaise de football a rendu hommage aux Lions de la plage qui ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde en Russie. Un acte symbolique, un sentiment de devoir accompli qui anime tous les acteurs du sport sénégalais. Cher Diop et Céline Mbaye. Après une demi-finale de Coupe du Monde historique, les Lions de la plage ont reçu les honneurs de la nation par le biais de la Fédération sénégalaise de football. Maître Augustin Senghor salue la performance de Babacar Fall et compagnie.
et on va les mettre en préparation donc, pour qu'ils aillent nous représenter. Et là aussi, aujourd'hui, avec le beach soccer, l'envie ce sera aussi de faire des exploits, de battre le meilleur pour être le meilleur, simplement. Donc vraiment, c'est ça que je voulais dire, encore une fois, au nom du comité exécutif de la fédération. Merci beaucoup. Un acte qui va droit au cœur, car dans le sentiment du devoir accompli. Donc on est fiers et on est content parce que on a défendu les couleurs de la nation dignement. Donc s'il y a un sargal, donc ça veut dire que la mission a été accomplie dignement. Donc c'est pour cela qu'il y a le sargal d'aujourd'hui. Donc les joueurs sont fiers, sont contents, ils savent qu'ils ont accompli leur mission qui était au moins d'atteindre les demi-finales et on l'a fait et on est content et on est fiers de ça. Servir dignement son pays pour ensuite recevoir ces honneurs, une fierté et une véritable reconnaissance. Bon, une grande satisfaction. Vu au sein de l'équipe, on a toujours été des bosseurs, donc on va continuer sur ce lancer. Essayer de faire progresser l'équipe, de grandir encore ensemble. Donc c'est ça notre objectif et essayer aussi d'amener d'autres trophées continentaux ici au sein du pays, Inch'Allah. Ces lions qui ont échoué aux portes de la finale du mondial de beach soccer ne comptent pas été en si bon chemin. Après avoir conquis le continent africain avec 6 titres, l'objectif est désormais de conquérir la planète. Mais avant cela, ils devront prendre part à la Coupe intercontinentale. Merci beaucoup, cher Diop. Et voici maintenant les conclusions de l'étude menée par l'agence internationale de notation Bloomfield Investment révèle, comme je le disais tout à l'heure, que le Sénégal a une économie résiliente et sa dette est solvable. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, exprime sa satisfaction. Il annonce en même temps une croissance à 2 chiffres, 13,7 prévue d'ici 2023. Mamadou Gueye-Kassé. L'économie sénégalaise est résiliente, c'est le diagnostic de Bloomfield Investment. L'agence de notation internationale lui décerne 2 notes, A- et A2, des projections respectivement sur le long et court terme, révèle le directeur général de Bloomfield. À long terme, le Sénégal a eu la note de A-, ce qui correspond à un risque faible. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'économie du Sénégal est une économie résiliente, qui a les fondamentaux assez solides pour absorber non seulement les chocs extérieurs, mais la capacité et la volonté de faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Et la note à court terme est de A2, donc qui aussi est une note d'investissement, et qui veut dire qu'à court terme, le Sénégal a suffisamment de liquidité pour faire face à ses obligations à court terme. Cette étude démontre que le Sénégal est en dessous du plafond de la dette de 70% fixé par l'Union économique monétaire ouest-africaine. Dans la sous-région, seule la Côte d'Ivoire et le Bénin le talonnent. Un pays qui a une dette qui est assez soutenable. Quand nous regardons les ratios de la dette du Sénégal, le Sénégal est le pays dans l'UEMOA qui a des ratios qui sont les plus faibles en termes de gestion de la dette. Le service de la dette est raisonnable et le service de la dette a un ratio qui est extrêmement faible par rapport aux autres pays de l'UEMOA. Pour le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, ce rapport de la première notation en monnaie locale crédibilise la solvabilité intérieure du Sénégal, un endettement maîtrisé. La trajectoire du déficit de la dynamique de la dette demeure maîtrisée. Un comité national de la dette publique a été instauré pour veiller à la coordination et à la mise en œuvre de la politique d'endettement. Malgré les effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus, le Sénégal fait partie des rares pays à avoir une croissance positive, 1,5%. Une projection à 2 chiffres, 13,7%, est espérée dès 2023. Et en Guinée, après de larges concertations nationales auxquelles ont participé des responsables politiques et des membres de la société civile, la junte militaire a dévoilé les modalités de fonctionnement de la transition. Mamadou Mokhtar Souaré nous en parle dans Fenêtre d'Afrique.
Bonjour chers toutes et tous, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de l'ITV. C'est un plaisir de vous retrouver et surtout de vous faire le point par rapport donc à la charte donc qui va un petit peu, disons, constituer le texte fondamental pour la transition. On l'espère que la Guinée va connaître très bientôt. Alors, premier constat, après donc la publication de ce texte de 13 pages lundi passé, premier constat justement, c'est que ce texte, appelé donc la charte, est donc un document dans lequel il n'y est pas mentionné notamment la durée de la transition. Donc c'est le premier point un petit peu, disons, qui a concentré nombre de débats. Et puis donc il n'y a également pas de calendrier par rapport aux élections à venir, par rapport à la conduite surtout de cette transition. Mais l'on peut d'ores et déjà noter un certain nombre de points qui ont également suscité beaucoup de réactions. C'est entre autres l'exclusion donc de la transition de l'ensemble des acteurs directement ou indirectement associés au régime du troisième mandat du président Alpha Condé. L'autre point, c'est en effet que le président Mamadi Doumbouya est officiellement donc reconnu président de la transition. Normalement, il doit même donc tenir un petit peu son discours par rapport à ce sujet. Il est attendu donc ce vendredi. Les partis politiques aussi, il faut le noter, bénéficieront de la part la plus importante au sein de ce conseil, 15 représentants, donc suivis des forces de défense et de sécurité, qui ont également 9 représentants, et puis des organisations de la société civile. Un quota de 30% aussi a également été fixé. Voilà globalement, je pense, qu'il y a de retenir un petit peu par rapport à cette charte qui, ici en Guinée, continue de faire débat, et surtout les analyses venant vraiment de toutes les catégories, disons, socio-professionnelles, des gens qui se penchent sur cette charte, j'allais dire, pour l'étudier et à ressortir surtout les aspects positifs et ce qui est considéré également comme étant des points négatifs. Mais l'essentiel, il faut dire que les Guinéens, globalement, approuvent cette charte. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Rendez-vous demain à 19h45. Bonsoir à tous.